o catástrofes naturales, ¿no? Porque al final pues, se necesita luego siempre de una intervención sanitaria coordinada, por supuesto. Entre estos proyectos, pues destaca el proyecto de Galur, que como he mencionado antes era un proyecto del 14-20 y que ha tenido su continuidad en el 21-27. Os acordaréis, no sé si habéis visto, el famoso camión que se transformaba en un centro médico de urgencias. Ha sido un proyecto bastante de éxito, ¿no? Y que ha tenido, se ha comunicado mucho sobre él. El proyecto PPC, que es un hospital pediátrico que está en la Cerdaña, que es una zona muy transfronteriza, donde no te das cuenta, en un momento estás en Francia, estás en España, y bueno, pues se trataba de acercar a los más vulnerables, que son los niños, ¿no? El tratamiento más cerca de sus casas, independientemente de su nacionalidad. El proyecto Aptitud Proxy, como había mencionado antes, también es un proyecto de continuidad trata de promover la igualdad al acceso de la sanidad para personas mayores y con personas con dependencia. Y luego tenemos tres proyectos con actores nuevos también, que son sobre temas sanitarios, pues proyectos tan diversos como el proyecto COBIEN, el proyecto TEAPIR sobre temas de autismo y el proyecto Transislav para el tema de las personas mayores que viven en zonas rurales. Y con esto ya, bueno, pues os agradezco vuestra atención y voy a dar paso al coronel. ¿No? Ah, no, perdón. A Cristina. Gracias. Es que se me ha olvidado poner el vídeo de la experta externa, María Fernanda Arbaizar, que vamos a ver a continuación, y ya después daremos la palabra a Joseph Bonson. Hola, buenos días. Soy María Fernanda Arbaizar, ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Ciencias y Tecnología del Agua por la Universidad de Murcia. Desde el 2010 soy el jefe de Servicio de Protección Civil de la región de Murcia y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de liderar y coordinar operaciones en múltiples emergencias como el terremoto de Lorca del 2011 o diversas inundaciones en la región de Murcia como las del 2012 en Puerto Lumbreras y Lorca, en el Mar Menor en el 2016 o en el 2019 en toda la región de Murcia. Para mí es un placer colaborar y poder aportar mi experiencia en la comunidad temática de protección civil y urgencias. Considero que la protección civil y la gestión de emergencias son pilares fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Mi experiencia en la coordinación de operaciones durante las emergencias críticas me ha enseñado la importancia de estar siempre preparados y de contar con protocolos eficientes para actuar rápidamente. La capacidad de respuesta ante desastres naturales y otras emergencias no solo salva vidas, sino que también minimiza daños y facilita la recuperación más rápida y efectiva. Además, la colaboración y la cooperación entre diferentes entidades y regiones son esenciales para enfrentar estos desafíos de manera integral y coordinada. La comunidad temática de protección civil y urgencias tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre los actores claves de ambos lados de la frontera. Buscamos desarrollar estrategias y herramientas comunes que mejoren nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. Queremos crear una red de colaboración que permita una gestión eficaz y uniforme de la crisis, asegurando la continuidad del servicio público y reforzando nuestra colaboración en situaciones críticas. Además, aspiramos a contribuir a la elaboración de una estrategia pirinaica en materia de protección civil y gestión de urgencias, formulando recomendaciones que puedan ser implementadas a nivel transfronterizo. Juntos podemos construir comunidades más resilientes y mejor preparadas para enfrentar cualquier desafío por extremo que éste sea. Durante los próximos años acompañaré y dinamizaré los debates de esta comunidad temática. Mi principal objetivo es crear una dinámica positiva de intercambio entre los participantes que conduzcan a alcanzar los objetivos propuestos. Mi objetivo es ayudaros a extraer el máximo valor añadido de la cooperación transfronteriza en una temática en la que es completamente esencial. Os deseo muy buen día de trabajo tanto a los que seguís el evento online como a los que estáis en Jaca y espero poder conoceros muy pronto. Mientras tanto, estaremos trabajando para sacar el máximo partido a esta iniciativa. Buen día.
Bien, ahora sí, ya voy a dar la palabra de nuevo a Josep Bonson, teniente coronel desde el año 2020, sí, y bombero desde 1987, responsable de servicio transfronterizo del Servicio Departamental de Incendios y Emergencias de Pirineos Atlánticos, Pyrénées Atlantique. Cuenta con una experiencia dilatada en la gestión de incendios, especialmente transfronterizos. Está especializado en la cooperación transfronteriza en materia de actuación ante incendios y emergencias. Muchas gracias. Donc, je vais continuer en français. Donc, merci de me laisser la parole. Je vais vous parler un petit peu de l'expérience qu'on a eue du projet Alerte. Euh, D'abord, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre, et d'où l'importance, je dirais, de ce qu'on est en train de mettre en place. C'est que nous, quand on s'est lancé sur le projet Alerte, en fait, on a été confronté à des acteurs qui étaient les sapeurs-pompiers, et on a eu une volonté de l'ensemble des pompiers de travailler ensemble. Et on a eu aussi la totalité des politiques locaux qui souhaitaient travailler. Donc, on n'a vu aucun frein. Et j'ai été particulièrement naïf en pensant qu'on pouvait mettre en place un protocole opérationnel ou une convention transfrontalière des secours. Et on a été confronté à de vrais problèmes. Et c'est sur l'expérience qu'on a acquise lors de ce premier projet alerte qu'on est parti sur un second projet alerte et qui va un petit peu, je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'expérience qu'on a eue et comment on a essayé, nous, d'avancer. Et ça permettra aussi de voir quelle est l'importance qu'on peut accorder justement au fait de ces partages de connaissances. Donc, juste pour aborder cette comité thématique, bon, je vais revenir sur des choses qu'on a bien compris en termes d'objectifs, et après, je vais essayer d'amener quelques éléments, quelques exemples pour bien comprendre ce que nous, on a vécu en termes d'expérience et qui peut aujourd'hui, j'espère, servir aux autres porteurs de projets. Donc, en termes d'objectifs, donc, je ne vais pas revenir dessus, mais globalement, on a bien vu que, on va redire ce qui a déjà été dit. C'est vrai que c'est important de regrouper l'ensemble des projets qui traitent du même thème, parce que nous, s'il n'y avait pas eu Coopérem, peut-être qu'on n'aurait pas pu avancer aussi vite que ce on a pu réaliser, euh, et partager l'expérience des sujets qui sont déjà traités, éviter de dupliquer des actions qui sont déjà réalisées et surtout bénéficier du travail déjà réalisé dans le cadre de ces actions. Et ça nous permet à chaque fois de démarrer, je dirais, des projets à un niveau de performance qui est plus élevé. Sinon, à chaque fois, on repart du début et on perd tout l'acquis des projets précédents. Euh, une des difficultés sur lesquelles, donc cette partie-là, globalement, on a plutôt bien réussi. La partie sur laquelle on a été un peu secoué, pour pas dire sur lesquels on s'est on s'est reçu. En fait, c'était sur l'identification des obstacles. On n'a pas su identifier les obstacles au début du projet. Et donc, du coup, on a développé le projet et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être réalisées une fois que le projet a été quasiment terminé. Et le deuxième point qui est très important, en fait, nous, on n'a pas su identifier les personnes ressources au niveau des différentes administrations. Il faut savoir que dans le projet, on était soutenu par les politiques locales et donc on pensait que c'était un projet qui allait aboutir facilement. En fait, on n'avait pas là aussi mesuré qu'il nous fallait des personnes ressources au-delà des politiques locaux qui participaient au projet avec nous. Non, pardon, c'est en arrière. Voilà. Donc, au niveau des obstacles, quoi, et c'est un des points qui a été pour nous, enfin, l'expérience qu'on a acquise là-dessus, c'était de savoir les identifier, et ça a été un gros travail à l'issue du projet. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, nous, c'est que pour qu'un projet fonctionne bien, euh, il fallait qu'effectivement, on ait identifié certaines choses. Et nous, on a été confrontés notamment à l'asymétrie des organisations. Alors, j'ai tout à l'heure abordé le principe que bon, les termes utilisés, c'est déjà une première étape. On parle de protection civile en Espagne, on parle de sécurité civile en France. Enfin, on parle de protection civile également en France, mais on parle aussi de sécurité civile. Donc, on n'est pas sur des prorata de potentiel humain et matériel qui sont les mêmes. Donc, on est sur des asymétries en termes de moyens, qui soient humains et matériels. Euh,
on a aussi des asymétries de compétences, c'est-à-dire qu'on a, nous, participé, on était un établissement, l'établissement pour lequel je travaille, qu'on appelle le ZIS, un service départemental d'incendie et secours, qui a un statut juridique qui est particulier. Ce statut juridique n'existe pas côté espagnol. Donc nos partenaires étaient des comités autonomes avec des compétences qui étaient bien plus larges que les nôtres. Donc on avait une réelle asymétrie entre les compétences. Et on avait aussi des asymétries sur les délégations de ces compétences. En fait, ensuite, il y a eu les textes réglementaires, parce qu'un projet, pour aboutir, et je donnerai la définition du mot aboutir derrière, il faut qu'on puisse s'appuyer sur des textes qui soient réglementaires ou législatifs. Et il y avait aussi des vides juridiques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la frontière, elle était physique, mais elle était surtout administrative, et notamment au niveau des compétences étatiques. Et c'est là où je vais donner quelques exemples. Lorsqu'on prend, on parle des textes qui nous permettent de mettre en place les coopérations, on parle de collectivités territoriales, on parle de certaines entités institutionnelles. Malheureusement, le SDIS, qui est une institution, n'existe pas juridiquement. Il n'apparaît dans aucun texte. Donc, comment est-ce qu'un SDIS qui n'apparaît pas sur un texte réglementaire peut mettre en place une coopération, puisqu'il n'a pas d'outils législatifs réglementaires? Sur quoi il peut s'appuyer pour mettre en place une coopération? Donc ça, c'était déjà un point qui était quand même assez particulier. Et ensuite, la deuxième chose, sur les acteurs du projet, on travaille, nous, sur des acteurs qui sont des acteurs locaux, c'est-à-dire nos voisins, nos premiers voisins, ceux avec qui on travaille, la chaîne pyrénéenne, et nos voisins du quotidien. Mais il y a un acteur qui est indispensable, c'est l'échelon national. L'échelon national. On s'est rendu compte que les compétences étaient déléguées, donc on a, nous, des partenaires qui sont des communautés autonomes, qui ont d'énormes compétences, plus que le SDIS lui-même. Mais par contre, il y a une compétence qui n'est pas déléguée aux communautés autonomes, ça reste la frontière. La frontière n'est pas déléguée. Vous pouvez signer, vous pouvez faire autant de documents que vous voulez, vous ne signerez pas, une communauté autonome ne pourra pas signer un document qui engage le franchissement de la frontière. C'est quand même extraordinaire. Donc, il faut qu'à un moment donné, l'État soit là. Et l'État soit là, c'est ce qu'on a vu dans les objectifs, c'est identifier les ressources, c'est aller plus loin dans le projet. Le projet, il ne se limite pas juste à dire on va travailler ensemble, on va travailler les pompiers, on va mettre en place des formations communes, on va apprendre à travailler ensemble pour pouvoir mutualiser. Tout ça, on l'a réussi. C'était, en termes de projet, c'était réussi. Malheureusement, on avait un regard qui n'a pas été assez loin. Et ce qui a échoué dans le projet Alerte, c'est la mise en place d'une convention, d'un protocole opérationnel, puisqu'on était capable de travailler ensemble. On a montré qu'on était capable de le faire. L'objectif final du projet, c'était bien de mettre en place une coopération, que les pompiers français et espagnols puissent travailler ensemble, qu'on puisse intervenir sur des feux, qu'on puisse intervenir sur des tremblements de terre, qu'on puisse intervenir sur des inondations. On a montré qu'on avait cette capacité. On a formé des gens. On était en capacité de pouvoir le faire. Et tout ça s'est arrêté à la fin du projet. Et pourquoi? Parce qu'on était dans l'incapacité de mettre en place une coopération, une convention, un protocole. Donc ça, c'est une grosse expérience qu'on a vécue, qu'on a plutôt mal vécue, mais qui nous a apporté beaucoup d'expérience. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye de transmettre et sur lequel il faut qu'on partage. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Nous, de façon générale, on a des ambulances qui traversent la frontière et qui amènent des blessés sur le secteur d'Andaïroun. Je prends c'est donné sur la partie ouest des Pyrénées, et donc on a des ambulances qui transportent. L'exemple de tout à l'heure, ce qu'on a dit, on a mis en place, dans le cadre du projet Alerte, un exercice. Le jour où on a mis en place l'exercice, on n'a pas invité l'autorité espagnole. On n'a pas invité le délégado qui était concerné. Et pourtant, le préfet côté français était là. La Guardia Civile nous a bloqué les engins. C'était une façon claire de dire, attendez, vous n'avez aucun droit de passage. Alors, ça n'a pas duré, ça a duré 5 minutes. Mais voilà, les choses étaient dites, clairement exprimées. Vous ne pouvez pas passer. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses qui font qu'on peut imaginer plein de choses. Et tout ça, il faut qu'on les partage et il faut qu'on soit plus fort. De la même façon, sur les secours d'urgence, et j'élargis au-delà des sapeurs-pompiers, on est confronté sur des choses qui sont identiques. Aujourd'hui, on a un hélicoptère qui fait un secours montagne, ben, il est limité dans le franchissement de la frontière. Donc, soit on ferme les yeux, soit il faut qu'on passe par une autorisation de l'aviation civile à Paris qui doit signer un document qui va l'autoriser à y aller. C'est pas envisageable, c'est plus de secours. Voilà, le secours, pour moi, c'est quelque chose où il y a une notion d'urgence, de rapidité, d'intervention.
Et tant qu'on n'aura pas franchi ces étapes-là, on pourra faire autant de projets qu'on veut, on pourra mutualiser autant de moyens, on pourra faire travailler les gens ensemble, on ne pourra pas y aller. Donc ça, c'était le constat qu'on a eu, nous, à l'issue du projet Alerte. Donc derrière ce constat, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est l'optimisation de la performance, parce que c'est un terme aussi qui est important. Et donc, c'est là où on voit toute la nécessité à la fois de croiser les projets et la nécessité aussi d'associer et de transformer aux politiques publiques les projets. Donc, quand je parle de politique publique, je parle bien de l'État, des États. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point important. Et tout à l'heure, dans le projet Alerte, je ne vais pas trop mentionner, mais on a associé la zone sud-ouest. Ce sont des entités nationales, régionales, qui sont directement rattachés à l'État. Ce n'est pas innocent, c'est quand on veut et on soit des associés. Maintenant, la coopération, elle ne se limite pas simplement à l'écriture d'un protocole et d'une convention. Finalement, on a aussi des droits et on peut faire plein de choses. Lorsqu'on fait un projet, on est déjà en situation de coopérer. Donc, est-ce que, avant d'atteindre la mise en place d'un protocole ou d'une convention qui va nous autoriser à franchir la frontière et qui nous permettra de travailler, est-ce qu'on peut faire des choses? Ben, nous, l'expérience qu'on a acquise, c'est que il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire, puisqu'on ne pourra pas signer à la place des autorités. Par contre, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a aussi le fait que l'entité, le SDIS par exemple, une entité française, n'apparaît pas dans les textes. Alors, ils n'apparaissent pas sur les textes pour l'arrangement administratif de Malaga de 2017. Par contre, c'est une entité qui apparaît sur d'autres textes, notamment avec la frontière allemande. Mais nous, derrière, le fait qu'il y ait un vide juridique, ça nous laisse aussi des opportunités. Puisqu'on n'existe pas, on peut faire des choses, on peut s'autoriser à faire des choses jusqu'à qu'on soit repris. Donc, ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est que même si on n'est pas obligé d'atteindre la convention ou la signature des protocoles parce qu'on n'a pas l'aval peut-être de toutes les autorités et qui sont très difficiles en termes de mettre autour de la table, en termes de groupe de travail, on peut aussi avancer et c'est au fur et à mesure que les choses avancent que derrière les institutions, elles seront obligées de suivre. Donc nous, dans l'idée de ce qu'on met en place, on a décidé, par exemple, dans le prochain projet, Alerte Pire, qui est la continuité du projet qu'on a mis en place. Donc il y a le projet Alerte Pire qui va au-delà de ce qu'on a mis, puisque là on n'est plus sur la prévention et dans le changement climatique, on est sur l'anticipation, sur la prévention des risques. Donc on travaille avec des universités, donc il y a 2 universités qui travaillent dans le projet Alerte Pire. Mais en parallèle de ce projet Alerte Pire, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir comment, à l'issue du projet Alerte Pire, on peut mettre en place des situations qui feront que le projet ne s'arrêtera pas tant que les conventions ne seront pas signées. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir sur des options qui existent et qui nécessitent pas forcément la mise en place de signatures de l'État, de leur présence dans ce dispositif, où globalement tout le monde est d'accord pour mettre en place ce dispositif. Donc, je dois terminer rapidement. Donc, en fait, c'est très simple. On part sur des affirmations, ce qu'on appelle, nous, des affirmations, des déclarations d'intention. Donc, c'est politiquement et localement, on déclare qu'on est favorable. On met en place des jumelages qui n'ont pas de cadre juridique. Un jumelage n'a pas de cadre juridique. On peut jumeler les centres de secours. Ça, c'est interdit à personne. Et derrière, forcément, la réalisation du document finalisé, qui celui-là sera effectivement un peu plus long. Bon, la méthodologie, elle est simple. Donc, vous l'avez comprise. Et on termine avec la solution définitive que l'on doit atteindre. En fait, c'est la mise en place d'une convention ou d'un protocole qui, lui, sera définitif et qui actera de façon officielle, je dirais, la coopération entre les services de secours français et espagnols. Je dis juste une chose. Il existe aujourd'hui des dispositifs, notamment sur des crises importantes où effectivement, il existe des partenariats. La seule chose que je dis, c'est qu'avant d'atteindre la crise, il y a ce qu'on appelle le risque courant, c'est-à-dire ce qu'on fait au quotidien, et que plus les équipes seront appelées à travailler ensemble au quotidien, plus elles seront en capacité demain d'intervenir dans une situation de crise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre dans nos méthodes à nous. J'en termine. Merci. Désolé d'avoir pris un peu la parole. J'étais le dernier, donc c'était le plus dur, quoi. Merci à tout le monde. Muchísimas gracias y efectivamente ha tenido el peor momento para intervenir. Bueno, ya estamos cansados, hemos escuchado muchísimas cosas, tenemos ganas de irnos a comer y tengo muchas cosas que deciros. Voy a intentar que no se me olvide nada antes de dar el turno de palabra a Jean-Louis, que hará una breve despedida y cierre de esta parte plenaria.
Lo primero es que teníamos previsto una parte de preguntas, pero como vamos muy mal de tiempo, pues no las vamos a poder hacer en esta sala. Lo podemos hacer ahora mientras comemos o podéis mandar correos electrónicos con las preguntas, las personas que estáis online. La segunda cuestión es que bajaremos a comer e intentaremos hacia las 3 ir a las salas de Pirineos y Europa. Los nombres de verdad que son los de siempre, no los hemos cambiado nosotros, pero vamos, nos vienen que ni al pelo. Están aquí en esta misma planta, al fondo del pasillo. Ahí tendremos las reuniones de trabajo de las comunidades temáticas. Al finalizar ahora, por favor, no os olvidéis de entregar los auriculares de interpretación a la salida. Mi compañera Silvia y, bueno, y más compañeras que no sé exactamente quiénes serán, os ayudarán para la devolución. Las personas que tengáis alguna dieta especial, por favor, comunicádselo a los camareros y a las camareras. Y quería dar gracias a todos los asistentes, tanto los presenciales como los online. También quería dar las gracias al equipo técnico, a las intérpretes y a todas las personas que han participado como ponentes. Y muy especialmente quiero darle las gracias a mi compañera con la que he trabajado durante 6 meses y que termina mañana, que es Otili, y está ahí escondida. Y ha hecho que todo funcione muy bien hoy. Y ahora ya sí doy la palabra a Jean-Louis Valls, director de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Je vais être très court, hein, 2 minutes, pas plus. Simplement pour. Je pense que cette journée, cette matinée a été enrichissante. Je pense elle a pu vous permettre et nous permettre aussi de voir un petit peu quels étaient nos objectifs pour tout ce qui était capitalisation et communication parlante, en tout cas riche, et surtout pour savoir présenter son projet. Sur une chose importante sur la communauté thématique, elles nous rendront beaucoup plus forts. La voix d'une communauté thématique aura beaucoup plus de portée qu'un seul projet. Donc, on aura cette possibilité aussi. C'est une des qualités de cette communauté, de ces communautés thématiques, de pouvoir justement arriver à avoir une portée beaucoup plus forte, non seulement au niveau local, au niveau régional, mais aussi au niveau national. Comme l'a expliqué Joseph, c'est vrai que nous avons beaucoup d'obstacles. Maintenant, juste pour lever un doute, parce que on m'a posé une question pendant la pause de la représentante du projet Rome Tour, qui a été programmé dans le cadre du premier appel du 21 27 et qui concerne l'art romanique dans les Pyrénées, enfin le tourisme durable. Vous êtes évidemment, je pense que vous avez vu que la présentation du LIFE et de la communauté thématique du changement climatique, on, ne, il y a, on parle aussi de secteur économique. Donc il est évident que d'autres projets qui sont hors de l'axe spécifique du changement climatique sont évidemment invités à cette communauté thématique parce que nous avons également beaucoup de choses à apprendre de leur part et beaucoup de choses à partager. De la même façon, pour la santé, on a parlé de santé, des urgences, des pompiers, protection civile / sécurité civile, mais Elena l'a présenté tout à l'heure, nous avons des projets sur l'autisme, nous avons des projets sur le troisième âge. Donc, mais il est évident que ces projets-là sont aussi invités à la, à la communauté thématique sur la santé et les urgences. Pourquoi? Parce que c'est tout aussi intéressant de savoir hum, réagir face à une pathologie particulière. Donc, il est toujours aussi très enrichissant que ces projets se joignent à la communauté thématique que nous allons euh, envoyer, enfin, que nous allons commencer cet après-midi. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous repartirez beaucoup plus convaincus et que vous allez capitaliser avec nous. Merci et bon appétit.